Lorsque le téléphone de Callum s'est mis à sonner à 2 heures du matin, il a eu l'impression que l'univers tout entier basculait dans une direction qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La sonnerie stridente a rompu le silence de son petit salon où Cal s'était endormi sur le vieux canapé usé. Sur la table basse, une bière à moitié vide portait encore une trace de condensation et la télévision brillait silencieusement comme un fantôme tranquille. Son corps se redressa instinctivement, une vieille habitude forgée par des années à se réveiller pour Hazel, sa fille de 10 ans. Même après avoir terminé une dure journée de 14 heures au garage, Cal bondit comme un ressort. Le numéro sur l'écran lui était inconnu et qui pouvait bien appeler à cette heure-là, à moins qu'il ne se passe quelque chose de grave. Il pensa immédiatement à Hazel. Elle passait la nuit chez son ami Piper. Y avait-il un problème? Son cœur battait si fort qu'il aurait pu briser sa cage thoracique lorsqu'il décrocha. « S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. » C'était une voix de femme, étouffée, tremblante, comme si elle s'accrochait au dernier fil d'espoir. « Hôpital Harborview, chambre 302. Venez, s'il vous plaît. » Cal se redressa complètement. « Je pense que vous vous trompez de numéro. Je ne suis pas James. C'est vous ?» Sa voix se brisa dans un désespoir à vif. « J'ai tellement peur. Je ne veux pas être seul. » Quelque chose dans ce ton, une peur primitive et exposée, toucha Cal au plus profond de lui-même, là où il s'était enfermé après la mort de Rosalind, 4 ans auparavant. Il se souvenait de cette sensation glaciale d'affronter seul l'obscurité, le poids écrasant de la solitude lorsque le monde s'était effondré et qu'il n'y avait aucune main à tenir. « Je ne suis pas James, » dit Cal, « mais je peux venir. Essayez juste de respirer, d'accord ?» Il ne comprenait même pas pourquoi il avait dit cela. Les mots avaient jailli de sa bouche comme si une version plus gentille de lui-même avait temporairement pris le dessus. L'appel prit fin. Cal fixa le téléphone, se demandant s'il était en train de rêver. Puis la logique reprit le dessus. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? Conduire jusqu'à un hôpital au milieu de la nuit parce qu'une inconnue avait composé le mauvais numéro. Son regard se posa sur la photo de Rosaline posée sur l'étagère. Le sourire de sa femme, figé à jamais à 36 ans, semblait le regarder, lui demandant doucement « Comment vis-tu vraiment, Callum ?» À côté se trouvait la photo de Hazel, sa fille édentée, tenant son diplôme de maternelle en carton, âgée de 10 ans, dormant en toute sécurité chez son ami. Tout ce qu'il faisait, toutes les heures supplémentaires, toutes les nuits passées à s'endormir sur ce canapé usé, c'était pour elle. Le téléphone lui semblait plus lourd dans la main. Qui était cette femme? Pourquoi s'accrochait-elle à un homme nommé James, qui ne prenait même pas la peine de se montrer? 2H08. Son esprit rationnel lui donnait 100 raisons de se recoucher. Il avait une transmission à installer le lendemain matin et il devait aller chercher Hazel à 9 heures. Il ne savait même pas exactement où se trouvait l'hôpital Harborview. Pourtant, ses mains se tendirent vers ses clés. « Dites-moi en commentaire, à sa place, vous auriez fait quoi? Raccrocher? Ou partir à l'hôpital ?» Il appela Madame Constance Bellamy, la vieille voisine qui avait insisté à plusieurs reprises pour être sa personne à contacter en cas d'urgence. Il s'excusa de la réveiller et lui donna une brève explication, lui demandant si elle pouvait garder un œil sur son appartement au cas où Hazel rentrerait tôt. Puis il sortit. Seattle à l'aube était étrangement vide. Les feux de circulation changeaient pour des voitures qui n'existaient pas. Cal conduisit sa vieille Ford cabossée à travers la ville sombre, chaque kilomètre le faisant douter de sa propre santé mentale. Sa voiture délabrée semblait complètement déplacée dans le parking de l'hôpital. Sous les lumières fluorescentes crues, tous les visages semblaient pâles. Cal suivit le couloir aseptisé jusqu'au 3e étage. À chaque pas, la même question résonnait dans sa tête. Qui se rend à l'hôpital pour un inconnu à 2 heures du matin? Mais la réponse revenait toujours. Parce que parfois, dans la vie, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est que quelqu'un soit là. La chambre 302 était légèrement défraîchie. Cal hésita. Il pouvait encore faire demi-tour, faire comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu. Mais le bip régulier des moniteurs le poussa à avancer. Il frappa doucement. Elle était allongée là, ses cheveux cuivrés répandus sur l'oreiller blanc, le visage pâle, mais d'une beauté si saisissante qu'il s'arrêta net. La trentaine, elle luttait clairement contre quelque chose de bien plus grand qu'elle. « Vous n'êtes pas James. »« Non, je m'appelle Callum. Vous avez composé le mauvais numéro, » ajouta-t-il rapidement lorsqu'elle écarquilla les yeux. « J'ai juste entendu à quel point vous aviez l'air effrayé. Je ne pouvais pas ne pas venir. »
Elle le fixa longuement, puis laissa soudain échapper un petit rire brisé, un son mêlé de gratitude et d'amertume. « Je m'appelle Vivian Marlowe, dit-elle, et on dirait que l'univers m'a envoyé un ange gardien à la place d'un ex-petit ami inutile. » Ce nom fit sursauter Cal. Marlowe Communications, la grande entreprise de télécommunications connue pour racheter les petites sociétés. Il avait parcouru les gros titres avant de les ignorer. Ce monde était à des années-lumière de son garage graisseux. « James et moi avons rompu il y a 3 semaines, dit-elle en grimaçant alors qu'elle essayait de s'asseoir. Les médecins ont dit que cette nuit serait difficile. Je l'ai rappelé. C'était stupide, je sais. Son demi-sourire avait un goût amer. Certaines promesses ne sont pas faites pour être tenues. Cal resta planté maladroitement près de la porte, ne sachant pas s'il devait entrer ou sortir. Il ne s'attendait pas à discuter. Il voulait juste s'assurer qu'elle n'était pas seule, puis partir discrètement. « Tu veux que j'appelle quelqu'un? De la famille? Des amis ?» Vivian secoua la tête. « Personne. Mon père est décédé l'année dernière. Ma mère vit en Europe. Quant à mes amis, elle jeta un coup d'œil à la chaise vide à côté de son lit. Ce genre-là ne se pointe pas à 2 heures du matin. Mais puisque tu es déjà là, tu pourrais rester un peu ?» Avant que Cal n'ait le temps de répondre, la porte s'ouvrit. Un médecin entra. Grand, les cheveux gris acier, chaque mouvement efficace et urgent. « Les derniers résultats ne sont pas bons, » dit le médecin. « Nous devons adapter le traitement immédiatement. La leucémie de Madame Marlowe progresse plus vite que prévu. » L'expression de Viviane ne changea pas, mais Cal vit ses doigts blanchir alors qu'elle agrippait le drap. Le médecin se tourna vers lui. « Je suis la Dre Penelope Strand. Et vous êtes Callum. Je suis un ami de Viviane. » Le mensonge lui échappa aussi facilement qu'un souffle, le surprenant lui-même. Dans le couloir, le docteur Strand baissa la voix. « Madame Marlowe souffre d'une leucémie myoïde aiguë. Nous la traitons depuis 3 mois, mais ce soir, le cancer résiste aux médicaments. » Elle regarda sa montre. Les prochaines 48 heures seront critiques. Le nouveau traitement est plus puissant, mais il comporte des risques plus importants. Cal resta là, avalant chaque mot comme s'il s'agissait de pierre. Donc, quand elle disait qu'elle avait peur, elle le pensait vraiment. Le docteur Strand acquiesça. « Nous commencerons le nouveau traitement dans 1 heure. Même si vous n'êtes pas de la famille, elle souhaite que vous restiez. Le soutien émotionnel est important. » Cal serra la sangle de son sac à dos. « Je resterai aussi longtemps qu'elle en aura besoin. » Lorsque le médecin partit, il resta seul dans le couloir sombre, essayant de comprendre comment sa vie avait pris cette tournure. Il devrait appeler Madame Bellamy. Il devrait prendre des nouvelles de Hazel. Il devrait retourner à sa vie déjà chaotique. Au lieu de cela, il retourna dans la chambre 302. Vivian semblait désormais incroyablement petite. Le masque fort et raffiné qu'elle portait avait complètement disparu. « Le docteur vous a-t-il parlé du danger ?» murmura-t-elle. « La plupart des gens s'enfuient dès qu'ils l'entendent. »« Je ne suis pas comme la plupart des gens, » répondit Cal en prenant la chaise. « Alors, Vivian Marlowe de Marlowe Communications, dites-moi pourquoi une experte en télécommunications se trouve seule ici à 2 heures du matin. » Elle haussa les sourcils. « Vous avez donc reconnu le nom. Je lis parfois les journaux. » Cal rit doucement, en attendant les pièces du moteur. Vivian l'observa plus attentivement, comme si elle le voyait clairement pour la première fois. « Alors, quelle est la chose la plus importante dans votre vie ?»« Ma fille Hazel, elle a 10 ans. » La réponse lui vint instantanément. Tout le reste n'est que détail. Le regard de Vivian s'adoucit. « Parlez-moi d'elle. » C'est ce qu'il fit. Pendant plus d'1 heure, entre les pas des infirmières et le bourdonnement des machines, Cal parla de Hazel, de son projet scientifique sur l'efficacité des moteurs, de son obsession pour les voitures anciennes, de son intuition mécanique supérieure à ses compétences en mathématiques. Leur soirée cinéma du dimanche qu'il n'avait pas manqué depuis le décès de Rosaline. En retour, Vivian lui ouvrit son monde, la pression d'être la seule responsable. Un conseil d'administration sceptique, l'ex-petit ami qui s'était enfui après son diagnostic. Les amis qui s'étaient évaporés lorsque la maladie lui avait volé son éclat. Cette conversation, aussi étrange que cela puisse paraître, semblait naturelle, comme si 2 âmes venues de mondes lointains s'étaient retrouvées par hasard dans le même moment fragile. Le médecin a dit « Je ne passerai peut-être pas la nuit », a finalement déclaré Vivian d'une voix étrangement calme. « C'est pourquoi j'ai appelé James. Je ne voulais pas mourir seul. » Le cœur de Cal se serra. « Alors je resterai », a-t-il dit, calmement, mais avec une fermeté à toute épreuve. Personne ne devrait affronter cela seul. Cette nuit-là, à côté d'un lit d'hôpital blanc et froid,
Un père célibataire et une milliardaire mourante, à l'aube d'une bataille de 48 heures, sont entrés sans le savoir dans une histoire qui allait changer leur destin à tous les deux. Si vous suivez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la deuxième partie, car les rebondissements ne font que s'intensifier à partir de là. Et dites-moi, pensez-vous que cet appel téléphonique à 2 heures du matin était fortuit, ou que le destin essayait d'intervenir? Vivian a survécu à cette nuit, défiant sans ménagement toutes les sombres prédictions des médecins. À l'aube, la période critique était passée. Son corps réagissait au nouveau traitement, bien mieux que quiconque n'avait osé l'espérer. Cette fois, elle a demandé le numéro de téléphone de Cal correctement, directement, clairement. Un échange intentionnel, et non un appel erroné dans l'obscurité. « Je ne sais pas comment vous remercier », dit-elle, d'une voix bien plus assurée qu'elle ne l'était quelques heures auparavant. La plupart des gens ne seraient jamais venus. La plupart des gens n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, répondit-il, en repensant à ses premières nuits terrifiantes après la mort de Rosaline. Prenez soin de vous, Vivian Marlowe. Il quitta l'hôpital avec la certitude absolue que leur étrange rencontre était terminée. Il avait une fille à aller chercher, une transmission à reconstruire, une vie à reprendre. Il ne se doutait pas à quel point il se trompait. 3 jours plus tard, alors que Cal s'apprêtait à fermer Merrick's Motors pour la soirée, une voiture noire brillante entra dans le parking comme si elle sortait d'une publicité pour des voitures de luxe. Le conducteur en sortit, un homme au visage sévère, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Cal. Il s'approcha, tenant une enveloppe de couleur crème. « Madame Marlowe souhaite vous voir chez elle demain soir à 19 h, dit l'homme d'une voix parfaitement claire. L'adresse se trouve dans l'enveloppe. Elle m'a demandé de vous dire que cette affaire est très importante. » La première réaction de Cal fut de refuser immédiatement. Sa vie était déjà suffisamment compliquée, comme un enchevêtrement de fils électriques brûlés. Il n'avait pas besoin qu'une milliardaire en proie à la maladie vienne s'ajouter à tout cela. Mais la curiosité, et s'il était honnête avec lui-même, l'inquiétude pour Vivian, l'emportèrent discrètement. Pendant les 24 heures qui suivirent, il se trouva distrait, incapable de se concentrer, son esprit revenant sans cesse à la même question. Que veut Vivian de moi? Hazel remarqua rapidement ce comportement étrange dans leur routine matinale habituelle. « Papa, dit-elle en fronçant les sourcils, tu viens de verser du jus d'orange dans ton café et de mettre mes céréales dans ma boîte à lunch. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ?» Tout ce qu'il put faire, c'est lui adresser un sourire penaud. Mais cette question le tarauda toute la journée. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Pourquoi était-il si attiré par une femme avec laquelle il n'avait passé que quelques heures? Une femme qui appartenait à un monde si éloigné du sien. C'était comme s'ils étaient 2 espèces différentes. Le domaine Marlowe était exactement comme il l'avait imaginé, voire mieux. Un vaste manoir surplombant la ville, des jardins parfaitement entretenus et un système de sécurité qui faisait passer Fort Knox pour un terrain de jeu pour enfants. Cal sortit de son camion, se sentant soudainement déplacé dans son jean propre mais délavé et sa chemise boutonnée qu'il avait repassée à la perfection. Une femme de ménage le conduisit à travers des couloirs carrelés de marbre jusqu'à une pièce ensoleillée où Vivian l'attendait. Elle avait bien meilleure mine que sous les lumières crues de l'hôpital. Ses joues avaient retrouvé des couleurs, même si elle semblait toujours fragile, comme si un coup de vent pouvait la renverser. Lorsqu'elle le vit, elle sourit. Un vrai sourire qui atteignait ses yeux, et non plus un simple masque de politesse. « Callum, tu es vraiment venu. Tu as dit que c'était important, » répondit-il en restant debout, soudainement conscient de son apparence luxueusement pauvre dans une pièce où le canapé blanc immaculé coûtait probablement autant que son camion tout entier. Vivian lui fit signe de s'asseoir en face d'elle. « J'ai une proposition à te faire, » dit-elle d'une voix à la fois sérieuse et teintée d'hésitation. « Cela va te sembler un peu fou, mais j'espère que tu écouteras tout avant de dire non. » Ce que Vivian proposa ce soir-là était littéralement insensé. Elle expliqua que sa forme rare de leucémie était traitable, mais qu'elle nécessiterait des mois de traitement agressif et incessant. Le pronostic était incertain, mais une chose était claire. Le conseil d'administration utilisait sa maladie comme excuse pour prendre le contrôle de l'entreprise. « Ils pensent que je suis faible », dit Vivian, une lueur de colère illuminant ses yeux épuisés. « Ils pensent pouvoir me pousser hors des rails pendant que je suis à terre. Je dois leur prouver, ainsi qu'au monde entier, que je ne suis pas seul, que j'ai quelqu'un à mes côtés, que je suis encore suffisamment lucide pour prendre des décisions. » « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda Cal, même s'il connaissait déjà la réponse au fond de lui. « J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. »
quelqu'un qui serait là pour moi sans rien attendre en retour. Elle se pencha légèrement en avant, la voix douce mais ferme comme l'acier. Je veux t'engager, Callum, pour que tu deviennes mon partenaire. Tu m'accompagneras à mes traitements, aux réunions du conseil d'administration, à mes apparitions publiques, pour montrer que j'ai quelqu'un à mes côtés. Cal rit, pensant qu'elle plaisantait. Tu veux dire m'engager comme faux petit ami ? Vivien, je suis mécanicien, j'ai de l'huile sous les ongles et un enfant à la maison. Je n'ai pas ma place dans votre monde. C'est exactement pour cela que cela fonctionnera, rétorqua Vivien. Vous n'avez aucun lien avec mon secteur d'activité, aucun motif caché, et je vous rémunérerai équitablement. 1 million de dollars pour 6 mois. Cal cessa immédiatement de rire. Vivienne poursuivit. Cette somme suffira à assurer l'avenir de Hazel. Elle lui offrira des opportunités dont vous n'avez jamais osé rêver. Elle avait touché un point sensible. 1 million de dollars. Une somme qui pourrait réécrire tout son avenir et celui de sa fille. Leur offrir une meilleure maison dans un quartier plus sûr, financer ses études universitaires et peut-être, un jour, lui permettre d'ouvrir le garage dont il avait toujours rêvé. Mais à quel prix ? Je t'offre une chance de changer ta vie, Callum, dit Vivien doucement, d'un ton à la fois doux et étrangement puissant. Et tout ce que tu as à faire, c'est de rester à mes côtés pendant que je me bats pour vivre. Cal quitta le domaine sans donner de réponse. Son esprit tournait à toute vitesse, comme un moteur auquel il manquait une bougie. Cet argent pouvait tout changer. Mais quel était le prix à payer pour entrer dans le monde de quelqu'un d'autre, prétendre être quelqu'un qu'il n'était pas, faire face au regard du public, mentir à tout le monde ? Il roula sans but dans la ville, s'arrêtant finalement au cimetière où reposait Rosaline, la simple pierre tombale de sa femme, projetant une ombre pâle sous le faible clair de lune. Cal resta là longtemps, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, respirant l'air vif et froid de la nuit. « Ross, que me dirais-tu de faire ?» murmura-t-il. Rosalinde avait toujours été son guide, pragmatique, résistante et d'une honnêteté sans détour. Que penserait-elle si Cal acceptait quelque chose à moitié vrai, à moitié faux, même si le but ultime était l'avenir de Hazel ? Il se souvenait des premiers jours après la mort de Rosaline. Combien il avait lutté pour empêcher tout de s'effondrer. Les moments où il avait dû choisir entre les activités extrascolaires de Hazel et la facture d'électricité. La peur constante qu'une réparation automobile importante ou un problème médical les plonge dans une dette dont ils ne pourraient jamais se sortir. 1 million de dollars. L'avenir de Hazel. Si vous pensez que ce choix n'avait rien d'évident, laissez un like. La sécurité qu'il n'avait jamais pu lui promettre. Mais qu'enseignerait-il à sa fille ? Que mentir était acceptable si l'argent était suffisant ? Que les principes étaient un luxe que seuls les riches pouvaient se permettre ? Ces questions le hantèrent toute la nuit. Le lendemain matin, Cal trouva Hazel assise à la petite table de la cuisine, en train de recoudre soigneusement une déchirure dans son sac à dos usé. Cette image le frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Elle avait 10 ans, elle apprenait à réparer les choses au lieu de les remplacer. Elle acceptait les limites comme si elles étaient normales. Et Cal réalisa que c'était exactement le fardeau qu'il espérait qu'elle n'aurait jamais apporté. Lorsque Hazel leva les yeux et sourit, avec ses dents écartées, ressemblant trait pour trait à sa mère, Cal connut la réponse. Il composa le numéro que Vivien lui avait donné. « Je vais le faire », dit Cal. Ces mots lui semblaient étranges et lourds dans sa bouche, en partie parce qu'il se résignait à la situation, en partie parce qu'il avait le sentiment qu'une nouvelle porte s'était ouverte. « Mais j'ai des conditions. Hazel sera toujours ma priorité absolue, et je ne lui mentirai pas à ce sujet. »« D'accord », répondit immédiatement Vivien, le soulagement perceptible dans sa voix. « Quand pouvez-vous commencer ? J'ai besoin de temps pour parler à l'atelier. Trouver quelqu'un pour gérer les affaires. 2 semaines. »« 1 semaine », corrigea Vivien. Ce n'était pas une demande, mais plutôt un ordre doux et calme. Je couvrirai toutes les pertes. Mon premier cycle de traitement commence lundi, et je veux que tu sois là. Et c'est ainsi que Callum Merrick, père célibataire et mécanicien ordinaire, entra officiellement dans le monde scintillant, impitoyable et plein de sous-entendus de Vivian Marlowe. Un monde qui lui était complètement étranger, une proposition incroyable et un chemin dont il ne savait pas où il le mènerait. La semaine suivante s'écoula dans un tourbillon de préparatifs. Cal alla voir Rusty, le mécanicien le plus expérimenté qu'il avait, et discuta avec lui de la possibilité de lui confier la gestion du garage pendant quelque temps. L'explication donnée par Cal n'était qu'à moitié vraie. Il avait été invité par une grande entreprise pour donner des conseils sur l'entretien de sa flotte.
Rusty écarquilla les yeux, mais sa surprise fit rapidement place à l'excitation. Une chance d'avancement, une augmentation. Il n'y avait aucune raison de refuser. Mais la conversation avec Hazel fut beaucoup plus difficile. Dans leur pizzeria habituelle, entourée de l'odeur du fromage chaud et du brouhaha des voix, Cal expliqua gentiment qu'il allait travailler en étroite collaboration avec Vivian Marlowe pendant les 6 prochains mois pour l'aider à traverser son traitement contre le cancer. « Donc, tu es comme son infirmier ?» demanda Hazel. Une part de pepperoni s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Pas exactement, plutôt comme un ami qui l'aide, quelqu'un qui la conduit à ses rendez-vous, la soutient lors des réunions quand elle est fatiguée. En Masai à Sishi. » Cal choisit ses mots avec soin, essayant de trouver un équilibre entre la vérité et la demi-vérité à laquelle il s'était désormais engagé. Et comme on nous verra souvent ensemble, les gens pourraient penser que je sors avec elle. Plaisanta-t-elle. Mais son sourire ne cachait pas complètement la tension dans ses yeux. Cal lui tendit la main avec une élégance exagérée, la faisant rire pour de bon. « Mais qu'y a-t-il au programme aujourd'hui? La chimio, puis la réunion du conseil d'administration ?» demanda-t-il alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Exactement. » Vivian expira, son expression s'assombrissant légèrement. « Traitement à 10h, réunion du conseil d'administration à 14h. Mon médecin m'a dit de reporter, mais je ne peux pas me permettre de montrer ma faiblesse en ce moment. Pas quand Donovan Westfield tourne autour de moi comme un vautour. » Le centre privé de cancérologie de Vivian n'avait rien à voir avec ce que Cal avait imaginé. Des fauteuils inclinables en cuir à la place des lits d'hôpital, un éclairage chaleureux au lieu de néons aveuglants, des fleurs fraîches remplacées chaque matin. Mais la réalité restait la même. Des perfusions, des moniteurs, des odeurs d'antiseptiques et la douleur que Vivian cachait derrière ses efforts pour rester calme. Cal n'était pas préparée à cela. Elle avait été si vive, si forte, qu'il avait presque oublié qu'elle était malade. Mais lorsque l'infirmière brancha la perfusion et que Vivian retint son souffle alors que les produits chimiques envahissaient son sang, tout redevint douloureusement réel. « Tu n'es pas obligé de rester dans la chambre, » dit Vivian, sentant la tension dans son regard. « Tu peux rester dans la salle d'attente. Le personnel sait qui je suis. » Mais Cal secoua la tête. « Je ne suis pas là juste pour faire semblant. » Il tira une chaise à côté d'elle et s'assit près d'elle. « Parle-moi de ton entreprise, Marlowe. Les communications. Que fais-tu exactement ?» 3 heures s'écoulèrent au son régulier de la perfusion de chimiothérapie. Vivian parla de l'héritage de son père, un empire des télécommunications bâti à partir de rien et de sa propre vision pour le faire entrer dans une nouvelle ère. Cal écouta, posa des questions et regarda lentement la vie revenir sur ses joues pâles. Lorsque le traitement prit fin et que Vivian était trop faible pour se lever, Cal l'aida à monter dans la voiture sans qu'elle le lui demande, sans avoir besoin d'explications. Les paparazzi attendaient. Bien sûr, Vivian avait prévu cela. Une héritière fragile sortant d'un centre de traitement soutenu par le bras d'un homme mystérieux. C'était le genre d'histoire que tous les tabloïds adoraient. Le lendemain, les gros titres étaient partout. Vivian Marlowe trouve l'amour malgré la maladie. Qui est l'homme mystérieux qui soutient Vivian Marlowe? Et c'est ainsi que Cal Merrick, un simple mécanicien, un père célibataire qui ne souhaitait qu'une vie tranquille, s'est retrouvé pris dans une tempête médiatique dont il ne se doutait pas qu'elle allait l'engloutir tout entier. « Ça a marché », dit Vivian d'un ton sec lorsque Cal arriva au domaine le lendemain. Elle était recroquevillée sur le canapé, l'air épuisé mais étrangement satisfaite, la main glissant sur la tablette devant elle. Cal aperçut les photos d'eux deux. Vivian avait l'air fragile mais farouchement déterminé et lui-même était photographié de profil, le visage sérieux alors qu'il l'aidait à monter dans la voiture. « C'est tout ce qui t'importe? Juste l'effet médiatique ?» Cal ne put cacher l'amertume dans sa voix. Après avoir été témoin de sa lutte contre la douleur, voir que tout se résumait à une manœuvre stratégique dans leur arrangement lui sembla soudainement vide de sens. Vivian leva les yeux, l'expression indéchiffrable. « Pour l'instant, oui », dit-elle en montrant l'écran où un email était ouvert. « Ma réunion du conseil d'administration est dans 2 heures et ces photos viennent considérablement renforcer ma position. Ils ne peuvent pas me dépeindre comme une femme faible et isolée. Pas quand j'ai à mes côtés un homme fort et dévoué. Je ne suis pas dévoué. Je suis payé, » lui rappela Cal. Une douleur surprenante monta en lui à l'idée d'être réduit à un simple élément de sa stratégie. Quelque chose vacilla dans les yeux de Vivian. Peut-être de la douleur, peut-être simplement de l'épuisement.
Bien sûr, je ne voulais pas dire autre chose. Sa voix redevint froide et professionnelle. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me préparer pour la réunion. Sienna vous conduira à la bibliothèque. Vous pouvez attendre là-bas. Sienna Doyle, l'assistante personnelle de Vivien, conduisit Cal dans une pièce lambrissée de chêne et remplie de livres. Lorsqu'elle se retourna pour partir, Cal lui toucha doucement la manche. « Hé, je peux vous poser une question? Depuis combien de temps travaillez-vous pour Vivien ?» Sienna l'étudia d'un regard calculateur, évaluant ce qu'elle pouvait partager avec un petit ami de location. 5 ans. J'ai commencé comme stagiaire chez Marlowe Communication pendant mes études. Vivien m'a choisi pour faire partie de son équipe personnelle après l'obtention de mon diplôme. Donc, vous la connaissez très bien, mieux que la plupart des gens. Dans ce cas, parlez-moi de Donovan Westfield. Vivien parle de lui comme s'il était son ennemi juré. Le visage de Sienna s'assombrit légèrement. Westfield a été le bras droit de son père pendant près de 30 ans. Il pensait devenir son successeur à la mort d'Edmund Marlowe, mais Edmund a préféré laisser les rênes à Vivien. Westfield ne lui a jamais pardonné, surtout maintenant qu'elle apporte des changements auxquels son père s'était toujours opposé. Et maintenant, avec sa maladie, Cal hésite. Il s'en sert pour la pousser vers la sortie, conclut Sienna. C'est pourquoi elle t'a engagé pour donner l'impression qu'elle est forte et soutenue. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. La voiture part pour le Marlowe Tech Center dans 45 minutes. Vivien voudra que tu sois habillé de manière appropriée. J'ai préparé plusieurs options dans le salon. Ces options se sont avérées être 3 costumes de créateurs. Chacun d'entre eux coûtait probablement plus que ce que Cal gagnait en un an. Un tailleur attendait, effectuant rapidement quelques retouches, pour s'assurer que lorsque Cal franchirait la porte, il ressemblerait davantage au petit ami d'une milliardaire qu'à un mécanicien tout juste sorti de son service. Quand ils arrivèrent au Marlowe Tech Center, une tour étincelante de verre et d'acier dans le centre-ville de Seattle, Cal se sentit comme un acteur poussé sur scène avant d'avoir lu le script. Le costume lui allait parfaitement, mais pour lui, cela ressemblait toujours à un déguisement. La coiffure que Sienna l'avait forcé à adopter était trop précise, trop intentionnelle pour un homme habitué à passer ses doigts dans ses cheveux. Même ses mains lui semblaient étranges. La graisse incrustée avait été éliminée par une manucure jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus, même si Cal savait qu'elle ne disparaîtrait jamais complètement. Viv, en revanche, s'était transformée sans la moindre gêne, malgré le traitement qu'elle avait subi le matin même. Elle entra dans le bâtiment avec une assurance impressionnante. Le foulard en soie avait été remplacé par une perruque si naturelle que Cal ne s'en serait jamais aperçu s'il n'avait pas été au courant. Le maquillage masquait le teint pâle de sa peau, et son tailleur sur mesure dégageait une impression d'autorité et de contrôle. Cal la suivit, se rappelant les anciennes leçons de son père militaire. « Tiens-toi droit, regarde les gens dans les yeux, ne parle que lorsque c'est nécessaire et quand tu parles, sois convaincant. Montre ta force sans en faire trop. » Des règles simples mais utiles chaque fois qu'il entrait sur un nouveau champ de bataille. La salle de réunion était exactement le genre d'endroit où les gens ne riaient jamais pour s'amuser. Une grande table en acajou poli comme un miroir. Des hommes en costume coûteux assis autour, leurs regards oscillant entre la curiosité et l'hostilité ouverte. Lorsque Vivien présenta Cal comme son partenaire, elle ne donna aucune explication supplémentaire, aucun contexte, aucun détail clarifiant. Elle le présenta simplement comme un fait indéniable que tout le monde devait accepter. « Comme vous pouvez le constater, » commença Vivien, d'une voix veloutée mais ferme, « je suis tout à fait capable de continuer à assumer mon rôle de PDG. Ma vie personnelle est stable. Mon traitement progresse bien. Ma vision pour cette entreprise reste claire. Toute tentative de remettre en question mes compétences sera considérée pour ce qu'elle est. Un jeu de pouvoir opportuniste, rien de plus. » Les hommes échangèrent des regards. Un homme aux cheveux argentés, dont le regard froid rappelait à Cal celui d'un requin, le fixa du regard, et la voix de son compagnon, Donovan Westfield, était douce mais tranchante comme une lame, dégoulinante de mépris. « Quel est son parcours, monsieur Merrick? Quel est exactement votre rôle dans tout cela ?» Avant que Vivien n'ait le temps de répondre, Cal se pencha légèrement en avant. « Je suis ici pour soutenir Vivien de toutes les manières possibles. » Il soutint le regard de Westfield, refusant de se laisser intimider. Certains appelleraient cela de l'amour. D'autres appelleraient cela de la décence humaine élémentaire. Quoi qu'il en soit, je ne vais nulle part. La pièce devint silencieuse, comme si l'air lui-même avait été aspiré. Sous la table,
La main de Vivian trouva la sienne et la serra légèrement, un geste qui pouvait être interprété comme de la gratitude ou comme un avertissement lui indiquant qu'il venait de mettre les pieds dans un nid de guêpes. Cal ne savait pas trop quoi penser, mais il lui rendit son étreinte. Une promesse silencieuse qu'il était prêt à tout, du moins pour l'instant. Après la réunion, alors qu'ils se dirigeaient vers le parking, Vivien rompit le silence la première. Cette réaction était inattendue. « Merci. »« Ne me remercie pas, je ne supporte pas ce ton, » répondit Cal, encore surpris par l'instinct de protection qu'il avait ressenti à son égard. « Ces gens sont des requins. » « Oui. » Vivien acquiesça, le regard fixé sur la rangée d'immeubles en miroir qui reflétaient le ciel gris. « Et tu viens de te jeter dans l'arène avec eux. » Elle se tourna vers lui, le regard soudainement plus vif. « Fais attention, Calum. Ces gens-là ne plaisantent pas. » Et il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre qu'elle n'exagérait pas le moins du monde. 2 semaines plus tard, alors que Cal allait chercher Hazel à l'école, une berline noire glissa dans le parking et s'arrêta juste derrière son vieux pick-up. Son instinct de vigilance se réveilla. Cal tendit immédiatement les clés à sa fille, faisant signe à Hazel de monter dans le pick-up et de verrouiller les portes. Ce n'est que lorsqu'elle fut en sécurité à l'intérieur que Cal se retourna. Et lorsqu'il vit qui sortait de la berline, un frisson lui parcourut l'échine. Donovan Westfield, élégant costume gris, la démarche d'un homme habitué à commander une salle de réunion d'un seul regard. « Monsieur Merrick, j'aimerais vous parler », dit Westfield d'un ton poli, mais teinté de menace. Cal se plaça fermement entre l'homme et le camion. « Que voulez-vous ? Je veux juste comprendre votre accord avec Vivien Marlowe. » Un sourire apparut, fin, froid, sans atteindre ses yeux. « Étrange qu'une femme comme elle se retrouve soudainement impliquée avec quelqu'un comme vous. »« Quelqu'un comme moi ?» répéta Cal d'une voix neutre, mais avec un regard perçant. « Oh, voyons » murmura Westfield en haussant légèrement les épaules. « Un mécanicien, un père célibataire vivant dans le quartier pauvre de la ville. Pas exactement le genre d'homme que Vivien aurait remarqué. » Il pencha la tête. « Je suis aux côtés d'Edmond Marlowe depuis 30 ans. Je le connaissais mieux que sa propre fille. Et je sais quand quelque chose ne colle pas. Dites-moi, combien Vivien vous paie-t-elle pour jouer le rôle de son petit ami pendant qu'elle lutte contre cette maladie ?» Le sang de Cal se glaça, mais il resta calme en apparence. « Vous vous trompez de cible. En êtes-vous sûr ?» Westfield baissa la voix jusqu'à adopter un ton presque serpentine. « 1 million de dollars sur 6 mois. Exact. Pour quelqu'un comme vous, c'est une somme qui peut changer une vie. Assez pour vous pousser à faire des choses que vous ne feriez pas normalement. » Cal fit un pas en avant. « Éloignez-vous de moi, de ma fille et de Viviane. » Westfield eut un petit rire méprisant. « Que vas-tu faire ? Courir vers Viviane pour lui dire que je t'ai menacé ? Elle sait déjà que je suis son ennemi. Mais laisse-moi te proposer une autre solution. » Il se pencha vers lui. « 3 millions. Éloigne-toi et dis à la presse que toute cette relation n'était qu'une invention. » Le coup frappa Cal comme un marteau. 3 millions de dollars. Une nouvelle vie pour Hazel. Une échappatoire à un monde auquel il n'avait jamais appartenu. Pendant une fraction de seconde, Cal y réfléchit sérieusement. Mais l'image de Vivian lui revint alors à l'esprit. Une femme qui luttait à la fois contre sa maladie et contre un conseil d'administration prêt à lui arracher son héritage. Une femme qui avait composé le mauvais numéro dans un moment de peur intense et avait trouvé un inconnu qui s'était présenté alors qu'il n'était pas obligé de le faire. « Vous essayez de la détruire », dit Cal, sans poser de questions. « J'essaie de protéger Marlowe Communications d'une femme trop émotive, trop fragile pour diriger », répondit Westfield d'une voix dure comme la pierre. Edmond comprit que les affaires exigeaient une certaine distance émotionnelle. Viviane ne l'avait jamais appris. Cal se dirigea vers son camion. « 3 millions, Merrick », lui lança Westfield. « Pensez à votre fille. Quel genre de père refuse une telle sécurité ?» Cal s'arrêta. Dans le silence terrifiant de cet instant, il sut que Westfield avait en partie raison. Il avait accepté ce travail pour Hazel. Son avenir avait toujours été sa motivation. Mais il se souvint alors de ce matin où Hazel avait soigneusement recousu la sangle de son sac à dos déchiré au lieu d'en demander un nouveau. Sa résilience tranquille, sa façon de ne jamais se plaindre de ce qui leur manquait. S'il acceptait cet argent, quelle leçon lui enseignerait-il ? Que la loyauté pouvait s'acheter, que les principes étaient un luxe réservé aux riches. Cal prit une longue inspiration. « Le genre de père qui veut que sa fille soit fière de lui », dit-il en ouvrant la portière du camion. Hazel leva les yeux de son livre, la curiosité dans le regard. Qui était cet homme, papa ? Quelqu'un qui pense pouvoir acheter des choses qui ne sont pas à vendre,
répondit Cal en esquissant un sourire. Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma chérie? Ce soir-là, après que Hazel se fut endormi, Cal appela Vivien. Il ne voulait pas en discuter au téléphone. Quelqu'un comme Westfield avait largement les moyens de les écouter. Il suggéra de se retrouver dans un endroit neutre, un petit café près de son appartement, le genre d'endroit où Westfield ne se donnerait jamais la peine de mettre les pieds. Viviane arriva avec un look tellement différent que Cal mit un moment à la reconnaître. Un simple jean, un pull d'eau, un bonnet à la place de son foulard, en soie. L'héritière raffinée d'un empire d'1 milliard de dollars avait disparu. Il ne restait plus qu'une jeune femme qui semblait fatiguée, mais farouchement résistante. Lorsque Cal lui décrivit comment Westfield s'était présenté à l'école de Hazel, son visage se décomposa de rage. « Il est allé à l'école de Hazel », dit-elle en serrant la tasse de thé. « Cela dépasse toutes les limites. Il m'a offert 3 millions pour que je laisse tomber », dit Cal à voix basse, conscient des oreilles indiscrètes, et de révéler que nous faisons semblant. Vivien resta silencieuse pendant un long moment. Elle remua son thé, mais ne but pas. « Et tu as refusé? 3 millions? 3 fois ce que je te paye ?»« Bien sûr, » répondit Cal comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Vivien leva les yeux. Son regard cherchait la confirmation, la confiance ou la preuve de quelque chose qu'elle avait toujours redouté. « C'est ça ?» murmura-t-elle. « Tout cela, pour toi, c'est une question d'argent. » Cal expira et passa une main dans ses cheveux. « Au début, oui, je ne vais pas le nier, mais ce n'est pas la seule raison. J'ai accepté parce que tu avais besoin d'aide et que je pouvais t'aider. C'est pour la même raison que je me suis rendu à l'hôpital cette nuit-là. » Il se pencha en avant, les yeux rivés sur les siens. L'argent est important, mais ce n'est pas tout. Quelque chose changea entre eux à cet instant, subtilement, mais indéniablement, comme le sol qui se déplace silencieusement sous leurs pieds. Vivien tendit lentement la main. Ses doigts effleurèrent les siens si légèrement que cela semblait irréel. « Merci », murmura-t-elle, « d'être quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Le lendemain, un coup dur que personne n'avait vu venir frappa. Des photos commencèrent à circuler partout. Cal entrant dans la propriété de Marlowe tard dans la nuit. Vivien lui remettant une enveloppe qui semblait contenir de l'argent liquide et des documents flous qui semblaient décrire leur accord. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Viviane Marlowe engage un faux petit ami pour tromper le conseil d'administration et le public. Le téléphone de Viviane n'arrêtait pas de sonner. L'équipe de relations publiques passa en mode crise totale, mais le mal était déjà fait. L'action Marlowe Communications chuta de 15 points avant même l'ouverture du marché. Cal se rendit immédiatement au domaine. Il trouva Vivien assise calmement dans la salle de lecture, les yeux fixés sur le téléscripteur qui défilait à l'écran. Le calme dans les yeux de Vivien était plus inquiétant que la panique. « Je suis désolé », dit-il dès que la porte se referma. « C'est ma faute. Westfield nous surveillait. »« Ce n'est pas ta faute. » La voix de Vivien était calme, même si les cernes sous ses yeux trahissaient une nuit blanche. C'est ainsi que fonctionne le jeu. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il frappe aussi vite. Alors, que faisons-nous maintenant ? Vivienne se tourna vers lui. Son regard était vif, direct, inébranlable. La question est, es-tu toujours avec moi, Callum ? Si tu veux te retirer, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Les choses vont très mal tourner. Et toi et Hazel, vous n'avez jamais demandé tout ça. En entendant le nom de Hazel, Cal se figea. Le jugement des enfants à l'école, les ragots des parents. Sa fille allait en subir directement les conséquences. Mais il se souvint alors de la leçon qu'il voulait que Hazel apprenne. Quand quelqu'un à tes côtés est pris dans une tempête, tu ne lui tournes pas le dos et tu ne t'enfuis pas. « Je ne vais nulle part », dit Cal d'une voix ferme comme la pierre. « Mais nous avons besoin d'une nouvelle stratégie. Le déni ne fonctionnera pas. Ils ont des photos, ils ont des documents. » Et à ce moment-là, Vivien sourit. Un petit sourire calculé qui rappela à Cal que sous cette fragilité se cachait une PDG élevée pour diriger un empire. « Nous ne nions pas », dit-elle. « Nous prenons le contrôle, puis nous renversons la situation. » La conférence de presse était une idée de Vivien. Lorsque les caméras se sont alignées et que les journalistes se sont pressés sur les marches du Marlowe Tech Center, Vivien s'est tenu droite, Cal à ses côtés, et a commencé à raconter leur histoire. Ou du moins, la version la plus avantageuse de celle-ci. « Oui », dit-elle d'une voix claire, sonore et confiante. « Lorsque Callum et moi nous sommes rencontrés, notre relation a commencé comme un arrangement. Une vague de murmures parcourut la presse, mais Vivien continua. Je venais de recevoir un diagnostic qui m'avait terrifié.
Au milieu de la nuit, j'ai composé le mauvais numéro et au lieu de raccrocher, cet homme, un parfait inconnu, est venu à l'hôpital. Il est venu parce que j'avais besoin de quelqu'un. Vivien regarda Cal avec une expression qui lui serra la poitrine. Un regard impossible à distinguer comme réel ou feint, et peut-être même qu'elle-même ne savait plus faire la différence. Après cette nuit-là, oui, je lui ai demandé d'être mon compagnon pendant le traitement. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui n'était pas lié à ma politique ou à mon pouvoir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité avec laquelle cet arrangement est devenu quelque chose de réel. Les journalistes se sont pratiquement penchés en avant. Cal lui a serré la main, d'abord pour la soutenir, mais quand ses doigts se sont légèrement recourbés en retour, il a réalisé que c'était devenu bien plus que cela. « L'argent n'est pas le problème », a déclaré Cal dans le micro, d'une voix basse et calme. Le problème, c'est que parfois, même les personnes les plus fortes ont besoin de quelqu'un à leur côté, même un milliardaire, même un père célibataire de l'autre côté de la ville. Les médias se sont jetés sur cette histoire comme des oiseaux sur une proie fraîche. En quelques heures, le hashtag #NumberLove a envahi toutes les plateformes sociales. Et si vous voulez la suite de cette histoire, abonnez-vous, parce qu'à partir de là, tout bascule. La romance du mauvais numéro, le milliardaire et le mécanicien. Le monde est stupéfait. Les photos d'eux se tenant la main devant la foule ont été partagées à l'infini. Romantique pour le public, incroyablement utile pour l'équipe de relations publiques. Westfield, bien sûr, a explosé de rage. Son plan pour détruire Vivien s'était retourné contre lui de la manière la plus spectaculaire qui soit. Le conseil d'administration a rapidement senti le changement d'opinion du public et s'est empressé de réaffirmer publiquement son soutien à son jeune PDG. Mais Cal savait que ce n'était que le premier round. Alors qu'il quittait le bâtiment après la conférence de presse, debout à côté de Vivien sous les flashs incessants des appareils photo, Cal a réalisé quelque chose. Il venait de se lancer dans une guerre qui n'était pas la sienne. Une guerre que Westfield n'avait pas l'intention de perdre. Une guerre dont les retombées allaient les toucher, lui et Hazel. Mais lorsque Vivien l'a regardé, ses yeux étaient fatigués, mais brillaient d'une lueur de confiance. Cal savait qu'il n'irait nulle part. La véritable bataille était encore à venir. Ce à quoi Cal ne s'attendait pas, c'était que la frontière entre le faux et le vrai allait continuer à s'estomper au cours des semaines suivantes. Les traitements de Vivien suivaient le rythme brutal propre à l'oncologie moderne. Le poison était injecté dans le corps selon un calendrier précis, suivi de jours de convalescence épuisante, d'une brève période de relative normalité, puis du retour immédiat au poison. Cal apprit peu à peu des termes médicaux qu'il n'aurait jamais voulu connaître, développa un sixième sens pour savoir quand Vivien allait être prise de nausées et devint expert dans les plus petites formes de réconfort. Un oreiller supplémentaire, une tasse de thé au gingembre, une phrase dite au bon moment. Des choses qui n'effaçaient pas la douleur, mais rendaient l'insupportable un peu moins dur. Hazel, étonnamment, s'adapta à la nouvelle situation, avec une résilience que seuls les enfants semblent posséder. Lorsque la tempête médiatique initiale s'est calmée, Vivien a suggéré à Hazel de venir visiter le domaine, pensant qu'une grande maison et un vaste jardin pourraient remonter le moral d'une enfant de 10 ans. Personne n'avait prévu le lien presque immédiat qui s'est créé entre Hazel et Vivien. Tout a commencé par une visite de la bibliothèque du manoir. Vivien a montré à Hazel les premières éditions des classiques de la littérature enfantine, lui racontant comment elle se cachait entre les étagères pour échapper aux intimidants partenaires commerciaux de son père. « Papa, tu savais que Vivien possède une édition originale illustrée d'Alice au pays des merveilles ?» Hazel fit irruption dans la cuisine où Cal préparait le café, les yeux écarquillés. Elle m'a même laissé mettre des gants blancs comme au musée pour la tenir. À partir de là, les choses se sont enchaînées avec des cours de dessin, Viviane révélant de manière inattendue un talent artistique qui surprit même Cal. Elle avait autrefois étudié à la Rhode Island School of Design avant que son père ne la force à abandonner ses études au profit d'un diplôme plus pratique en commerce. À présent, elle était assise dans une pièce ensoleillée, donnant sur les toits de Seattle, enseignant patiemment à Hazel comment construire une perspective, comment ombrer. Toutes deux se penchaient sur un carnet de croquis, comme si elles avaient glissé dans un monde qui n'appartenait qu'à elles. Elle a un don naturel. Viv murmura à Cal un après-midi, tandis que Hazel était absorbée par le dessin de la roseraie en contrebas. Elle voit des choses que les adultes ne remarquent pas, la façon dont la lumière change de forme, la façon dont les ombres créent de la profondeur. Elle a l'œil d'une artiste.
Cal ressentit un étrange mélange de fierté et de malaise. Il avait toujours encouragé l'intérêt de Hazel pour la mécanique, supposant automatiquement qu'elle suivrait un jour ses traces. Il n'avait jamais imaginé que sa fille pouvait avoir des talents qu'il ne savait pas cultiver, des passions qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour guider. Qu'avait-il manqué d'autre chez son propre enfant? Alors que la force physique de Vivian augmentait et diminuait à chaque cycle de traitement, Cal commença à assumer davantage de responsabilités dans son univers professionnel. Ce qui avait commencé par un simple accompagnement à ces réunions se transforma progressivement en une aide à leur préparation, à la révision des rapports, à l'écoute de ses répétitions de réponses et finalement à l'apport de son propre point de vue, voyant les choses comme un outsider libéré du jargon d'entreprise. « Tu sais quel est ton vrai problème ?» demanda Cal un soir alors qu'ils étaient assis dans le bureau de Vivian, entourés d'une montagne de rapports trimestriels. « Tu es tellement concentré sur l'innovation technologique que tu en oublies l'aspect humain. Les gens ne veulent pas seulement des réseaux plus rapides ou de meilleurs forfaits de données. Ils veulent se sentir connectés. Ils veulent se sentir écoutés. » Vivian leva les yeux, l'irritation vacillant, avant de laisser lentement place à une réflexion sincère. Continue. Regardez votre modèle de service client. Il est efficace, bien sûr, mais il s'agit uniquement de menus automatisés et de centres d'appel externalisés. Et si vous créiez plutôt des centres de services communautaires, des bureaux locaux dotés de personnel vivant dans la région, comprenant les besoins de chaque région et établissant des relations avec les clients? Cette idée est ensuite devenue l'initiative phare de Vivian, Marlowe Community Connections, un réseau de centres de services locaux qui servait également de centre de formation technologique pour les communautés défavorisées. Au début, le conseil d'administration était sceptique, jusqu'à ce que le programme pilote mené dans le sud de Seattle montre une augmentation de 40% de la fidélisation des clients, accompagnée d'une vague de couverture médiatique élogieuse. L'absence de Westfield à ces réunions du conseil d'administration était flagrante, mais Cal avait suffisamment d'expérience pour ne pas confondre silence et capitulation. Quelqu'un comme Donovan Westfield ne battait pas en retraite. Il prenait du recul pour affûter sa lame. Le coup suivant est survenu 3 semaines après la conférence de presse, d'une manière que Cal n'avait pas prévue. Il était chez Merrick's Motors en train de discuter de paperasse avec Rusty lorsque son téléphone a sonné. Une voix de femme qu'il ne reconnaissait pas s'est fait entendre. « Callum Merrick, ici Clara Monahan, directrice de l'école primaire Oceanside. Il y a eu un incident impliquant Hazel. Nous avons besoin de vous ici immédiatement. » Le cœur de Cal battait à tout rompre tandis qu'il traversait la ville à toute vitesse. Les pires scénarios lui traversaient l'esprit. Hazel blessée, malade, en difficulté. L'expression grave de la directrice lorsqu'il entra ne l'apaisa pas. « Monsieur Merrick, nous avons eu un incident assez grave, » dit la directrice Monahan, les joues rougies par la frustration. Un groupe d'élèves plus âgés a taquiné Hazel à propos des articles en ligne, lui montrant des histoires sur vous et Madame Marlowe sur leur téléphone. Ils l'ont insultée, insinuant que son père était impliqué avec Madame Marlowe pour des raisons financières. La honte et la colère envahirent Cal en même temps, si forte qu'elle l'étouffait. Où est-elle? À l'infirmerie. Elle n'est pas blessée physiquement, mais elle est très bouleversée. Nous avons suspendu les élèves impliqués et organisons une assemblée scolaire sur le respect et la vie privée. Nous prenons le harcèlement très au sérieux, Monsieur Merrick. Hazel était assise raide sur le lit de camp, son petit visage couvert de traces de larmes, mais son expression était tendue, forcée. Cal reconnut immédiatement cette détermination obstinée. Elle se brisa dès qu'elle vit son père. « Papa, j'ai frappé Tyler Matthews au nez. Il saignait. » Sa voix tremblait, partagée entre la fierté et la douleur. « Il t'a traité d'un mot que je n'ai pas le droit de dire. » Puis il a dit « Viviane ne t'aimait que parce que tu es son jouet. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. » Cal déglutit péniblement et s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Ça va, ma chérie ?» Hazel s'essuya le nez sur sa manche, un geste enfantin qui lui serra le cœur. « Je leur ai dit qu'ils étaient stupides. Ils ne savent rien. J'ai dit, mon papa est le meilleur papa du monde entier et Vivien est malade. Et mon papa l'aide parce que c'est ce que font les gens bien. » Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Mais ensuite, Tyler m'a mis son téléphone sous le nez et m'a montré une photo de toi en train de prendre de l'argent à Vivien. Et tout le monde a ri. J'étais tellement en colère que je ne voyais plus clair. Sur le chemin du retour, ils restèrent assis en silence. Hazel regardait par la fenêtre tandis que Cal était écrasé sous le poids de ses propres pensées.
C'était exactement ce qu'il avait redouté. Sa fille payait le prix de ses choix. Soudain, tous les chiffres, tous les chèques de paye, tous les calculs n'avaient plus aucune importance face aux yeux rouges et gonflés de Hazel. « Je démissionne !» a déclaré Cal à Vivian ce soir-là, debout dans son bureau, les mains enfoncées dans ses poches. « Hazel a été victime d'intimidation à cause de moi, à cause de nous. Tout cet arrangement. Ça n'en vaut pas la peine. » Vivian a posé la pile de rapports financiers qu'elle tenait et l'a regardé avec une expression indéchiffrable. « C'est ta solution. Fuir, ce n'est pas fuir, c'est protéger mon enfant. » La colère en lui trouva enfin un exutoire. Pas contre Vivian, mais contre lui-même. Contre la série de choix qui les avait menés là. Elle a 10 ans, Vivian. Elle ne devrait pas avoir à me défendre devant ses camarades de classe. Elle ne devrait pas avoir à entendre les gens dire que son père est payé pour sortir avec quelqu'un. Le regard de Vivian s'est aiguisé comme une lame. « Alors, quelle leçon comptez-vous lui enseigner ?» a-t-elle demandé d'une voix calme, sans jamais élever le ton. Que lorsque les choses deviennent difficiles, la solution est de s'enfuir. Que lorsque l'on est victime d'intimidation, la solution est de disparaître. Ces mots ont frappé directement le point faible et vulnérable où résidaient déjà les doutes de Cal. « Ce n'est pas juste », a-t-il rétorqué. « Ah bon ?» Vivian s'approcha. Bien qu'elle ait été soignée 2 jours auparavant, sa démarche était assurée, presque intimidante. « Quand tu es devenu père célibataire, pensais-tu sincèrement pouvoir protéger Hazel de toutes les blessures, de toutes les insultes, de toutes les rumeurs, de toutes les injustices du monde ?» Sa voix s'adoucit, mais sans faiblir. « La vie est cruelle, Callum. Les adultes sont comme ça, et les enfants peuvent être encore pires. Partir n'efface rien. Les rumeurs seront toujours là. Les photos seront toujours en ligne. Partir ne fait que montrer à Hazel, au monde et à toi-même que tu peux être chassé simplement parce que quelqu'un n'aime pas ton histoire. » Cal expira bruyamment, passant une main dans ses cheveux, frustré par la réalité et par lui-même. « Alors, que suggères-tu ? Laisser ma fille se faire intimider pendant que nous faisons semblant que tout va bien ? Ma solution, c'est d'affronter la situation de front, répondit Vivian en contournant le bureau pour s'arrêter juste devant lui, suffisamment près pour que Cal puisse voir les minuscules reflets dorés dans ses yeux bleus. Laisse-moi aller à l'école de Hazel, rencontrer ses camarades de classe, rencontrer ses professeurs. Laisse-moi leur montrer qui je suis vraiment, pas l'ombre déformée des tabloïds. Pas question. Cal réagit presque instinctivement. Je ne vais pas te transformer en un accessoire de relations publiques que je vais exhiber à l'école de ma fille. Une lueur de douleur passa dans les yeux de Vivian avant d'être remplacée par l'acier familier. C'est ce que tu penses que je fais ? Une séance photo ? Sa voix se refroidit. Je me soucie de Hazel Callum. Cela ne faisait peut-être pas partie du contrat initial, mais c'est le cas maintenant, et je propose mon aide de la seule manière que je connaisse. L'atmosphère entre eux devint tendue, palpitable pendant quelques instants, avant que Cal ne doive admettre, même à contre-cœur, que son approche n'était peut-être pas tout à fait erronée. « Très bien, » dit-il doucement, « mais si je vois un seul appareil photo, un seul journaliste, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, c'est fini. Je suis sérieux, Vivian. Hazel n'est pas un pion dans la bataille qui vous oppose à Westfield ou au conseil d'administration. Elle ne l'est pas, » répondit Vivian d'une voix douce mais suffisamment ferme pour le faire taire. « Et ce n'est plus un jeu pour moi, Callum, plus maintenant. » La visite à l'école primaire Oceanside fut organisée avec un soin méticuleux. Pas de presse, pas de caméra, pas de spectacle, juste Vivian participant à la journée des métiers aux côtés de dizaines d'autres parents et conférenciers invités. Elle s'est habillée simplement, a laissé ses sacs de créateur à la maison et a couvert sa perruque d'un foulard ordinaire, suffisamment discret pour faire allusion à son état de santé, mais pas assez pour susciter la pitié ou une curiosité intrusive. Son discours devant la classe de Hazel ne portait pas sur la richesse ou le statut social, mais sur les technologies de communication et leur capacité à relier les gens malgré la distance. Elle a apporté quelques prototypes de téléphones que les enfants ont pu se passer, a expliqué comment les satellites transmettent les signaux, comment les ondes se propagent, et a terminé par un message étonnamment touchant. Utiliser la technologie pour construire des ponts, pas des murs. Les gens pensent que la technologie concerne les appareils et les données, mais en réalité, elle concerne les connexions, a déclaré Vivian, la voix adoucie, comme si elle se remémorait son propre passé. Lorsque j'ai appris que j'avais une leucémie, j'ai composé le mauvais numéro au milieu de la nuit. Au lieu de raccrocher, la personne à l'autre bout du fil est venue à l'hôpital
et m'a tenu compagnie pendant la nuit la plus effrayante de ma vie. Cette connexion, une voix dans l'obscurité, une main à tenir quand on a peur, était plus forte que toute la technologie que j'ai jamais construite. Hazel était assise au premier rang, rayonnante de fierté. Les enfants, qui chuchotaient derrière son dos, ne pouvaient que la regarder, bouche bée. Après la présentation, Vivien est descendu à la cafétéria pour déjeuner avec Hazel. Elle s'est assise à la table bruyante comme si elle mangeait tous les jours dans des barquettes en plastique. Elle a répondu aux questions sur les satellites et les antennes relais, tout en détournant habilement les questions personnelles avec des blagues légères qui ont fait éclater de rire les enfants. Au moment où ils ont quitté l'école, quelque chose de fondamental avait changé dans le regard des enfants. Vivien n'était plus la femme qui payait le père de Hazel pour être son petit ami. Elle était devenue l'amie de Hazel, une adulte fascinante qui savait beaucoup de choses sur l'art et la technologie, et surtout qui traitait Hazel comme si ses opinions comptaient vraiment. Ce soir-là, lorsque Cal a bordé Hazel dans son lit, la question qu'il redoutait a finalement été posée. « Papa, est-ce que tu aimes Vivien ? Je veux dire, est-ce que tu l'aimes vraiment, pas juste pour faire semblant ?» Cal a lentement lissé le bord de la couverture, prenant quelques secondes pour choisir ses mots. En vérité, lui-même ne savait plus où se trouvait la frontière entre le vrai et le faux. « Ce que je ressens pour Vivien est un peu compliqué, » répondit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Les adultes disent toujours ça quand ils ne veulent pas répondre, » répliqua Hazel, son petit regard sceptique le transperçant en plein cœur. Cela lui rappelait douloureusement Rosalind. « Je pense que tu l'aimes, et je pense qu'elle t'aime aussi. Elle te regarde de la même façon que la mère de Piper regarde son nouveau mari. Ça suffit, petite entremetteuse. » Cal lui tapota le nez, essayant de détourner la conversation avec une touche d'humour. Maintenant, dors. Mais lorsqu'il éteignit la lumière et ferma la porte, les paroles de Hazel restèrent gravées dans son esprit. Vivien le regardait-elle différemment? Et avait-il déjà commencé à la regarder différemment sans s'en rendre compte? La frontière entre leur arrangement pratique et quelque chose de réel s'était progressivement estompée, et ce n'est que lorsqu'il fut contraint d'y faire face ce soir-là que Cal réalisa qu'à un moment donné, leur accord s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Et juste comme ça, les pièces de leur vie commencèrent à s'assembler d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Cal avait retrouvé quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais après le décès de Rosaline. La capacité d'ouvrir son cœur à quelqu'un de nouveau. Non pas pour remplacer ce qu'il avait perdu, mais pour créer quelque chose de complètement différent. Viviane avait découvert que la véritable force ne résidait pas dans le contrôle de tout, mais dans la confiance suffisante pour laisser quelqu'un entrer dans sa vie, pour ne pas avoir à se battre seule. Et Hazel. Elle avait trouvé quelqu'un qui n'essayait pas de devenir une nouvelle mère, mais simplement une amie. Quelqu'un qui lui a appris à dessiner, qui a écouté ses rêves et qui a fait sourire son père d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis la mort de sa mère. Mais là-bas, dans les couloirs empreints de pouvoir de Marlowe Communications, Donovan Westfield n'avait pas dit son dernier mot. L'homme qui avait passé 30 ans à bâtir un empire aux côtés d'Edmond Marlowe n'allait pas le laisser lui échapper aussi facilement. Et James, l'ex-petit ami qui avait abandonné Vivien alors qu'elle avait le plus besoin de lui, prévoyait de revenir. Non par amour, mais pour une raison bien plus dangereuse. Une fierté blessée et une ambition sans limite. Pendant ce temps, le million de dollars restait sur le compte séquestre. Une somme qui semblait autrefois être la réponse à tous les problèmes, mais qui devenait désormais la question la plus compliquée de toutes. Quand une relation commence par un contrat, mais se transforme en amour.